Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous retrouver comme chaque lundi en direct à 19h pour Quelle Comédie, l'émission qui jette un coup de projecteur sur ce qui fait l'actualité de la comédie française à Paris et même à travers le monde via les tournées de la troupe. Et ce soir, j'aurais tendance à dire que tout le monde est invité parce qu'au menu des réjouissances, un conte né de la vision d'un chat perché sur une branche d'un arbre dans une ferme jurassienne. Alors, est-ce que vous voyez de quoi je parle? Je ne sais pas, peut-être quand même. Après le loup, le cerf et le chien, Véronique Vella, bonsoir. Bonsoir. Et Raphaël Sodinos, bonsoir. Vous montez un autre conte du chat perché de Marcel Aimé. C'est au Studio Théâtre à partir du 23 mars. Et bonsoir, Elsa Marinette Le Poivre. C'est le chien qui clôt ce triptyque, un triptyque débuté en 2009 et toutes les trois, en fait, depuis 2009, vous vivez cette aventure. Il y a eu des pauses, des reprises, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous accompagne, cette littérature, ce texte, ce monde, ce bestiaire qui parle. C'est attachant, ce Marcel Aimé, ce monde de l'enfance. On avait vraiment envie, besoin, désir de pousser encore un cran. Nous, en tout cas, oui. Curieusement, d'ailleurs, c'est un triptyque qui n'était pas prévu pour être un triptyque. Et après Le Loup, voilà, on a relu les contes, on les a beaucoup relus, souvent relus. Et on s'est dit, comme une évidence, qu'il fallait continuer de rendre visite à ce bestiaire, aux animaux de cette ferme, et de voir les petites grandir. Et de la même manière, peu de temps après le cerf et le chien, on s'est dit mais il y a encore des aventures à raconter. Donc ça a fini par faire triptyque dans notre esprit, mais au départ c'était pas forcément pensé comme ça, et c'est devenu une forme d'évidence, ouais. Ouais, vous mettez en scène, mais vous êtes aussi au jeu, oui, avec aussi au jeu. Des personnages différents. Oui, vous avez absolument. fait une des sœurs, la sœur de Marinette. Oui, en fait. À un moment, là, vous êtes la souris. Ouais, sur le cerf et le chien, au départ, vraiment, notre envie, à toutes les deux, c'était de retrouver déjà le couple originel de Frangine, avec Florence Viala dans Delphine. Et puis, pour le coup, Florence était absolument pas libre. Et j'étais à peu près la seule à l'être, je crois, vraiment dans la troupe à ce moment-là. Et du coup, j'ai dit évidemment, je le fais, mais je l'ai pas fait parce que je voulais le faire. Je l'ai fait parce que Flo pouvait pas le faire. Et là, Flo, elle pouvait le faire. Donc, elle revient. Voilà. Et à côté de ça, Raphaël, elle en parlera parce que c'est son idée. Au départ, moi, je voulais pas jouer dedans, je voulais pas revivre cette petite frustration de ne jamais pouvoir voir le spectacle que je commets en scène, parce que précisément à partir du jour de la première, je suis dedans. Mais elle m'a convaincue de jouer la petite souris. Et là, elle voulait pas le faire, mais moi, je voulais qu'elle le fasse. Voilà, exactement. Très autoritaire. Elle a eu des arguments, et j'ai pas pu dire non. Voilà. J'ai même pas eu envie de dire non. Et vous, Raphaël, vous êtes là depuis le début aussi, dans cette aventure. Vous co-signez donc la mise en scène. Absolument. Et puis aussi, on va rentrer bien dans le détail évidemment de cette écriture, mais des couplets additionnels. Vous allez nous expliquer comment tout ça marche. On retrouve une musique, Elsa, quand on retrouve Marcel Aimé. Ah oui. Et la musique du montage que toutes les deux mènent depuis Le Loup, c'est-à-dire que c'est vraiment le conte dans son entièreté et qui est redispatché aux uns et aux autres. Et puis en parlant de musique, on retrouve Vincent Leterme pour les compositions, et puis Jean-Luc Ristor pour l'ambiance musicale du spectacle, entre autres. Donc voilà, c'est un travail, c'est un monde entier, quoi, de nature et d'animaux. C'est comme un chemin qui s'est ouvert sous nos pas, et maintenant qu'on se retourne, on se rend compte qu'il dure depuis 14 ans, mais on n'avait pas anticipé. Non, pas du tout. Et ça a grandi comme grandissent les petits, comme grandissent les enfants. Enfin, là, c'est quelque chose qui accompagne, et puis des ramures, en fait, des sentiers qui se prennent. Absolument. Ce que je trouve très beau, moi aussi, dans cette adaptation, c'est vraiment le texte
à la lettre, donc dit-il, crie-t-il, se demande-t-elle, tout ça c'est dans le texte et distribué un peu aux uns et aux autres. C'est là que je pensais musique, même au-delà des passages chantés. Moi, je suis très heureuse en fait de cette contrainte initiale. Vous l'êtes donnée ou... Non, pour le coup, je dis contrainte comme une chose positive. Oui. C'était une contrainte de l'éditeur, Gallimard, qui a dit il y a 14 ans, volontiers, on monte Marcel Aimé, on met Marcel Aimé sur un plateau de théâtre, mais on n'en change pas une virgule. Donc on n'adapte pas. On ne fait pas devenir des dialogues des choses qui sont des parties narratives. Et ça a induit l'esthétique du premier spectacle, ça a induit l'esthétique du deuxième et ça a induit l'esthétique du troisième, parce qu'en effet, comme le dit Elsa, on se distribue, et comme vous le dites, des soupira-t-il, dit le chien, dit-elle, dire les parents. C'est très amusant parce que ça fait partie des petits codes secrets du club de ceux qui ont fait déjà le cours de Chaperché. C'est-à-dire que quand il y a des nouveaux arrivants, comme c'est le cas par exemple pour Nicolas Lormeau qui joue le chat, ou pour Jean Chevalier, le chien, Nicolas joue le chien et Jean qui joue le chat, les premiers répondit-il dit quoi? Est-ce qu'on le coupe, on le met? Non. Et alors là, on est là, genre, vas-y, un calme. On donne une petite note. Énervé, tu es maintenant. C'est vrai, il y a les deux pros en chaque fois. Non, mais tu le, c'est bon. Tu l'interprètes. C'est très marrant. C'est chouette. Et ce qui est génial aussi, c'est de voir évidemment l'évolution psychologique des uns et des autres, parce qu'il y a les filles, il y a leurs parents. C'est drôle d'ailleurs parce que là, on est 3 ce soir et j'ai l'impression que les contes, il y a toujours cette espèce de bascule des filles qui disent si on était 3, ce serait mieux qu'à 2. Ouais. Oui, ça marche pour ce soir. À 3, c'est bien mieux, beaucoup mieux qu'à 2. Ouais. Et c'est en fait ce tiers qui donne l'énergie, le rythme, la nécessité de l'histoire. Finalement, les 2 sœurs ne se suffisent pas tellement à elles-mêmes. Elles ont besoin des rencontres. Ouais. C'est la rencontre avec l'autre, avec l'altérité, ça travaille sur ça. Exactement. Ça fait grandir, la rencontre avec l'autre fait grandir. C'est la rencontre avec le plus différent de soi qu'on peut trouver. Voilà. À savoir l'animal, et dans certains contes, l'animal légendaire, l'animal sylvestre, c'était le cas du cerf, c'était le cas du loup. Et là, c'est un Canis lupus familiaris, c'est un chien. Mais ce qui est beau dans tous les contes, d'ailleurs, c'est comment la rencontre avec l'animal fait grandir les petites, fait grandir la ferme autour, les parents, l'animal lui-même, ce qu'il découvre dans la compagnie de ces deux gamines. Et puis ce qui est touchant aussi, c'est de se rendre compte quand on parcourt comme ça les contes, bien sûr que ce sont pas des vrais gens, bien sûr que ce sont des figures d'animaux et pour Delphine et Marinette des figures de petites filles, mais en réalité, suivant le conte, on a le sentiment qu'elles n'ont pas tout à fait le même âge. Et je crois que Marcel Aimé, il a vraiment ouvert les contes du Chat-Perché avec le loup, qui est le tout premier. Quand on achète le livre, c'est le tout premier qu'on lit. Et ça se sent bien qu'elles sont petites. Parce que, mon Dieu, je veux pas faire de la psychanalyse de supermarché, mais comme son nom l'indique, avant de voir le loup, elles l'ont pas encore vu, le loup. Et puis après le loup, elles l'ont vu, le loup. Donc, elles sont plus grandes. Et elles ne cessent, sur plusieurs contes comme ça, d'être de plus en plus émancipées et un côté apprentissage. Complètement, bien sûr. Et c'est joli de les voir grandir, quoi. Voilà. Alors, vous grandissez depuis 2009, Elsa. Ouais. Dans cette marinette. Je passais de 6 à... Vous passez de la chemise de nuit à la salopette. À 13. Ouais. Donc là, c'est la crise d'ado? Ouais, elle est pas en crise, elle est mature. J'adore la défense absolue du personnage. Elle est hyper mature. Non, mais en plus, elle est coquine, quand même, Marinette. Même là, je revoyais le loup et tout ça. Elle a un côté très audacieux. Oui, il y avait toujours ce binôme quand on cherchait avec Flo, justement, la grande sœur un peu plus sage, et puis Marinette qui est un tout petit peu plus délurée derrière, quoi. Et, mais là, en plus, le choix de Véronique et Raphaël, c'était vraiment de se dire, elles ont grandi, mais bien, elles vont bien.
C'est pas heurté, c'est vraiment un moment de préadolescence, mais dans l'épanouissement, elles sont solides. Elles ont une bonne colonne vertébrale. Oui. Et ça, c'était intéressant à entendre, parce que spontanément, je m'étais dit, tiens, Marinette, je sais pas trop quelle a dossé. Mais là, non, elle va bien. C'est pas une projection pure de notre part. Je trouve qu'il y a, au début du conte, une chose qui est pour moi un signe de bonne santé absolue et qui est d'ailleurs tout à fait développée dans ce conte-là. C'est un des grands thèmes qu'on a voulu travailler sur le chien. Elles rencontrent donc ce chien aveugle. Elles ont dans leur panier une fraise de veau. Et le chien leur fait un numéro de charme absolument extraordinaire pour obtenir un peu de cette fraise de veau, voire l'intégralité de cette fraise de veau. Parce qu'il a faim. Parce qu'il a faim. Et puis c'est une fraise de veau, quoi. Enfin, c'est un chien. Et Delphine, avec une bonne santé absolue, lui dit, non, en fait, juste non, quoi. C'est pas nous, c'est nos parents. Donc non, on n'insiste pas. Et moi, ce rapport au non, à la capacité à dire non, m'a sauté aux yeux. J'ai trouvé ça étonnant de la part de deux jeunes filles. Alors déjà, elles sont assez construites et assez autonomes pour aller seules faire les courses, tout ça. Déjà signe d'un début d'émancipation. Mais cette capacité comme ça à opposer un refus ferme, gentil, mais alors sans hésitation, je trouve que c'est un signe d'une très bonne santé mentale. Et d'une santé psychique, quoi, et un signe d'une éducation très réussie de la part des parents. Voilà, je trouve que c'est pas toutes les jeunes filles de 13, 14, 15 ans qui sont capables de dire non à un étranger qui est à la fois séducteur et effrayant s'il le souhaite. Donc, c'est quelque chose qui revient d'ailleurs dans les contes, cette idée du consentement. Absolument. C'est vrai que là, on l'aborde de manière plus frontale que dans les autres contes. Oui, absolument. Elle apparaît de plusieurs façons. Ouais, absolument. Et puis, parce que pour le coup, Marcel Aimé, et en particulier dans celui-là, je trouve, il a aussi l'art de... Marcel Aimé, c'est jamais un auteur qui travaille au stabilo. Il met jamais de coups de projecteur. C'est fin. Jamais. Il y a un côté, vous l'avez lu, c'est très bien. Vous l'avez pas lu, tant pis pour vous, vous l'aurez pas lu. C'est pas grave. Forcément, quand on a envie de monter un texte, le premier travail, c'est de se pencher fort dessus, de s'y repencher encore. Et en effet, le consentement, la capacité à dire non, l'émancipation, c'est des thèmes qui bruissent particulièrement fort. Et la fidélité aussi, c'est des thèmes qui bruissent particulièrement fort dans ce conte là, y compris parfois de manière très apparemment très souterraine et un peu en loose day comme ça. Mais quand il dit il faut juste être concentré au moment où on lit. Et je trouve ça vraiment très très fin de la part de cet auteur. C'est une des choses qui me le fait aimer particulièrement, quoi. Et autant dans la bouche des animaux que dans la bouche des humains. Absolument. Oui, puis la capacité d'accueil. Sur l'ouverture, les premières phrases, la curiosité. Anna t'a dit, mais même on voudrait le garder toujours, mais vous avez bien fait de venir, par exemple. Vous avez bien fait de venir. Et toutes les deux, mais évidemment, chien, tu pouvais pas tomber mieux que sur nous. Bien en fait, chez nous. Après, on va voir comment les autres dans la ferme t'acceptent. Ensuite, on se débrouille. Mais nous, mais oui. Mais pose même pas la question, en fait. Et ça... Elles sont merveilleuses. Elles sont merveilleuses. Parce que tout ce qui leur advient est a priori un émerveillement. Et en tout cas, une expérience à vivre. Et la richesse de Marcel Aimé, c'est qu'il n'est jamais... rien n'est jamais rose bouboune chez Marcel Aimé. Enfin, il y a un côté... c'est jamais parce qu'on écrit pour les enfants. D'ailleurs, il n'écrit pas que pour les enfants. Mais il n'y a pas le côté tout en sucre. Donc, elles vivent des expériences qui contiennent du chagrin. Elles vivent des expériences de l'amour, des nuances de l'amour dans le rapport à l'autre, qui, comme on le sait... il y a cette phrase jolie d'une des chansons qu'avait écrite Suzette Marie Sagnière qui dit les histoires d'amour nous jouent des tours, qu'on fait reprendre à un moment et chacun les chante avec la nuance de l'interprétation qui est à l'endroit où il en est de son rapport aux histoires d'amour en ce moment. Et les histoires d'amour peuvent jouer des tours positifs ou négatifs, quoi. Et les petites sont vraiment construites en traversant aussi des espaces de deuil, comme le départ du cerf. Oui, le cerf, exactement. Le départ du loup. Et là encore, le chien, il faut le laisser aller vers le destin qu'il se choisit. Et elles s'en remettent. Elles le vivent et elles s'en remettent. Et ça aussi, ça raconte des jeunes filles bien construites.
elles grandissent et elles s'en remettent. Et elles perdent pas leur capacité à l'émerveillement. C'est formidable. Et on joue à un enfant ou pas alors? Comment on dirige? Quel est le parti pris? Dans le loup, oui, il y avait une petite composition. Mais après, c'est des compositions qu'on rapproche de soi. Il ne s'agit pas de caricaturer, en fait. De trouver surtout en faisant appel à des actrices d'un certain âge. Non, mais c'est pour ça que évidemment, on a beaucoup ri de dire, évidemment, 13 ans plus tard, c'est-à-dire qu'à chaque année, ça se complique. Mais de se dire, puisque c'est moi qui l'incarne, il faut pas que je sois caricature. Enfin, voilà, c'est trouver c'est le rapport à la composition, mais faut. On s'était vu pour ça en famille aussi. Oui, voilà, exactement. Et moi, en plus, je suis vraiment persuadée, je m'en suis fait la preuve, les acteurs qui nous ont fait la confiance de venir travailler sur ces aventures avec nous en ont donné la preuve à chaque fois. Moi, je trouve que incarner l'enfance, interpréter l'enfance, c'est jamais faire les enfants, parce que je trouve qu'en plus les vrais enfants, les enfants pour de vrai, ils font plutôt une espèce de travail absolument démentiel H24 pour essayer d'être des grandes personnes. Donc c'est jouer un enfant en scène, c'est peut-être même plutôt surjouer l'adulte que de surjouer l'enfant. Et elles y réussissent à tous les âges, à 6 ans, à 9 ans, à 15 ans. Je me souviens d'un enfant, alors c'était pas là on n'a pas encore donné le spectacle, mais sur le loup, on avait des robes de chambre, enfin des chemises de nuit d'une seule pièce. Et il y a un enfant, le fils d'une amie, qui est venu et qui a tenu ce discours à sa mère en disant: non, l'actrice que tu connais, qui joue Marinette, elle est petite. Elle est petite. Tu ne me dis pas que... Non, mais tu vas voir, elle est grande, c'est une grande blonde, elle est très grande. Non, elle est petite. Et il était fâché que sa mère lui tienne tête, quoi. C'était vraiment... Et quand je suis arrivée, sa maman est assez petite, donc je suis vraiment beaucoup plus grande que sa mère. Mais il était dans un état de choc. Tellement il était persuadé, quoi. C'était pas possible. Donc je pense que c'était la forme de la chemise de nuit qui créait une petitesse, quoi. Mais c'est la forme de la. C'est la. Enfin. C'est la fable aussi. Ouais, mais j'enfonce des portes ouvertes. C'est la magie totale du métier qu'on fait. C'est de réunir quelques spectateurs, pas nombreux, quand on voit le nombre de... pendant 30 secondes, je vais employer que des mots que j'aime pas. Je préviens en avance. Le nombre de likes, c'est le premier mot. Allez, celui-là évacué. Qu'on voit sur les réseaux sociaux. Je les ai tous dit en 10 secondes. Qui atteignent des chiffres absolument inimaginables. Au studio, ils sont 112 spectateurs. C'est très peu de monde qui se réunissent dans une salle noire et à qui on dit juste: est-ce que vous êtes d'accord pendant 1 heure pour croire à la fiction qu'on va vous raconter? Et il y a 112 personnes tous les soirs dans des théâtres qui font d'accord, je suis d'accord. C'est magique. Enfin, ça continue pour moi. Ça ne cessera jamais d'être plus magique que tout, en fait. Moi, je trouve que ça rejoint le fait de jouer les enfants et donc de pas composer les enfants. C'est exactement la même chose que de ne pas composer un chat ou un chien ou un cerf. C'est-à-dire qu'on travaille au même endroit, qui est de convoquer, de trouver mystérieusement comment convoquer une sorte d'énergie intérieure, quelque chose qui serait soit la pulsation juste, soit l'énergie juste, le signe, quelque chose par lequel on est traversé et qui fait qu'en fait, ce qui apparaît de nous, tout d'un coup, fait que ça saute aux yeux, qu'on voit un cerf ou une petite fille de 7 ans ou une jeune fille de 13 ans, etc. Donc notre travail, à eux les acteurs et à nous, à la direction d'acteurs, c'est de dire oui, ça fonctionne, ça, moins, et comment chercher ça. Et c'est magique. C'est une énergie aussi entre les uns et les autres. Oui, absolument. Ça se fait ensemble. Absolument. On peut la recherche des costumes. C'est exactement ce que vous avez indiqué à Sigrid. C'est comment on indique un chat. Donc ça va être juste comme ça s'était produit sur les autres spectacles. C'est juste une patte. Toujours très attentive à essayer un petit morceau de poil à l'extérieur. Essayer de ne pas se dire ah oui, puisque c'est un chat, il va faire comme ça. Puisqu'elle a 12 ans, ils vont faire comme ça. Après, il y a des choses qui apparaissent qui correspondent à ces images qu'on a à l'avance, mais comme elles sont nées d'elles-mêmes, elles sont nées d'un sentiment juste, alors elles ont une justesse qu'elles n'auraient pas si on faisait semblant. Voilà.
Et les parents, alors, comment ils vieillissent? Alors je vais dire le père Thierry Ancis et la mère Sylvia Berger. Je vais donner la parole à Raphaël tout de suite, mais avant je vais lui rendre hommage parce que quand on a commencé à rêver autour de ce spectacle, voilà ce qu'on avait envie de faire. On est deux têtes sur cette histoire. On est deux capitaines de navire. C'est pas parce qu'on s'entend bien artistiquement qu'on est toujours d'accord. Il y a une chanson de Nougaro qui, je trouve, nous va bien à l'une et à l'autre. Une chanson où Nougaro dit de quelqu'un je viens de la nuit, tu arrives du matin. Et je trouve que ça nous ressemble assez. Moi, je suis plus dark, je pense, que Raphaël. Et moi, j'imaginais des parents super, évidemment, mais enfin des parents très mélancoliques, que leurs enfants grandissent, qu'elles soient sur le point de partir, des parents qui les regardent comme ça avec un mouchoir dans la main. Et Raphaël m'a dit oui, bien sûr. Et si pas, et si ses parents étaient en fait mais super contents que leur fille soit en train de commencer à grandir, voilà. Et donc je lui laisse la parole et je la remercie d'avoir eu cette idée parce qu'au final au plateau, je trouve que c'était très juste voilà. Je te laisse la parole. Alors moi en fait, c'est des filles qui vont bien parce que les parents vont bien. Mais voilà. Tellement. En fait, moi je trouve que tout contient tout et son contraire, et que cette ambivalence, qui est une des choses absolument fondatrices de la vie, et qu'il faut apprivoiser le plus tôt possible pour profiter de la vie, elle est partout dans les contes du chat perché en plus. Donc vraiment, c'est pas nous qui l'avons inventée. J'ai évidemment moi aussi ma part de nuit et ma part de dark. Il se trouve que je sais pas si c'est maladie ou si je l'ai appris, mais en tout cas, je trouve que plus on traverse du dark, plus par définition on peut rayonner parce qu'on est cherché plus loin, quoi. Et je trouve qu'il y a dans l'air du temps, si on veut bien l'entendre, deux, trois trucs assez chouettes qu'on a voulu mettre chez ses parents. D'abord, ça, on le met sur le plateau, c'est pas les gamins, on le nomme pas, ils prendront ce qu'ils voudront. Mais d'abord, la vie des couples au long cours, des humains en général et des femmes en particulier, la vie amoureuse et sexuelle ne s'arrête pas à 45 ans. On commence enfin à le dire. C'est une bonne nouvelle. Voilà. Ensuite, voir partir ses enfants, oui, mais c'est triste aussi. Hein. Je veux dire, je pense que d'ailleurs, dans la chanson que j'ai écrite pour les parents, il y a aussi de la mélancolie qui s'exprime. Bien sûr que c'est triste. Le temps qui passe contient une part de tristesse, mais c'est aussi des espaces de liberté qui se réouvrent, quoi, qui se réoffrent. Et là, on a donc un couple, et on peut avoir, on le sait tous, des deuxièmes, voire des troisièmes amours à 45, 50 ans, mais il y a aussi des couples qui réussissent à traverser 10, 20, 30, 40, 50 ans de vie commune, avec toutes sortes de crises, de tempêtes, de hauts et de bas. Et là, on a choisi que ce couple-là soit un couple long cours, qui a sûrement traversé beaucoup de crises, mais qui tout d'un coup est dans une période de regain, comme la chanson le dit, et ils trouvent qu'ils ont bien fait leur job. Les deux petites sont manifestement bien construites, elles vont bien, elles n'ont pas besoin d'eux, et au lieu d'en être mortifiés, ils se regardent, ils s'émerveillent d'avoir fait du bon boulot, ils se trouvent bien jolis et ils en profitent. Voilà. Nicolas Lormeau, qui joue le chien et qui est un jeune grand-père, a un mot valise que je trouve extraordinaire. Maintenant qu'il a des petits-enfants avec sa femme, ils sont extrêmement heureux d'accueillir régulièrement leurs petits-enfants, et il les appelle des chicoufs. Et j'adore ce mot valise. Chic, ils arrivent, ouf, ils repartent. Je trouve ça absolument magnifique. Oh, on reçoit les chicoufs aujourd'hui. Je trouve ça génial. Voilà. C'est ce qu'on ne peut pas faire avec ses propres enfants. Les propres enfants ne sont jamais des chicoufs. C'est le cas des neveux, des nièces, des petits-enfants. Et là, pour le coup, Delphine et Marinette, elles sont assez autonomes pour rester un peu toutes seules dans la ferme. Mais en plus, elles en ont hyper envie. Et elles ont tous leurs amis, elles vont très bien. C'est pour elles, en fait. Ouais. C'est ça. Les parents sont des chicoufs aussi. Ouais. C'est ça. Mais c'est une belle chose. C'est une belle chose profonde, parce qu'en vérité, parmi les choses qui diffusent comme ça, il y a l'idée que l'amour le plus épanouissant pour se construire, le rapport à le plus épanouissant, n'est pas forcément l'amour le plus fusionnel. C'est-à-dire qu'il peut y avoir dans la relation à l'autre une très belle part de liberté, et donc l'idée qu'on est deux individus, et que plus on vit en harmonie avec ça, mieux on vit en fait.
voilà. Et mieux on partage avec l'autre en lui laissant sa place pour exister aussi, je crois. La souris, c'est un personnage un peu mélancolique. La souris... C'est votre part de nuit. Non? Oh. Non, mais elle se sacrifie, la souris. Non, c'est pas comme ça qu'on le voit. Ma part de nuit, vraiment ma part de nuit, ce serait plutôt blanche dans 7 minutes. Mais non, mais la souris, elle accepte un jeu de dupe, parce que la souris, à la différence des deux petites, elle peut pas dire non. Elle n'a pas appris à dire un vrai non. Donc elle dit oui. Mais elle a l'impression de choisir. Mais comme elle peut pas dire un vrai non, elle peut pas dire un vrai oui. Et elle en prend quand même conscience. Alors Marcel Aimé ne le souligne pas, justement. Elle en prend juste conscience en disant voilà, du genre, j'ai eu la liberté de choisir. Sans avoir le choix. Voilà. On peut s'en parler 2 minutes. On va s'en parler 2 minutes d'ailleurs, parce que ça donne lieu à un moment chanté. Oui, la petite souris. C'est difficile d'être une petite souris dans une ferme où il y a toujours un chat. Franchement. Alors de la même façon, je fais de son mieux. Je disais que je préciserai, je me permets du coup. Mais bien sûr. De la même façon que Véronique Vélin ne voulait pas du tout jouer Delphine. Oui. Véronique ne voulait pas jouer dans Le Chien, puisqu'elle voulait voir le spectacle. Et moi, j'ai lu le conte et j'ai vu la souris faire Et moi, cette chose-là m'a sauté aux yeux très fort. Parce que j'adore cette délicatesse de Marcel Aimé. C'est un sujet sur lequel je suis un peu sensible, comme on l'est tous, je crois. Je trouve que c'est une sorte de comble, de parabole sur le consentement. Au sens large, qui s'est un peu galvaudé, on croit que toujours c'est le consentement sexuel, mais au sens large, c'est l'autre facette du non que les petites disent au début aux chiens. Donc elles sont dans la lumière, elles ont appris à le faire, et donc la face sombre, c'est que la souris, c'est même pas qu'elle ne sait pas le faire, elle ne peut pas. Le chat lui demande de prendre sa cécité en lui mettant la griffe sur le cou, et il lui dit très clairement, soit tu acceptes de devenir aveugle à ma place, soit je te mange. Tu es libre de choisir, je suis même prêt à attendre 1 minute ou 2 que tu aies choisi, c'est important pour moi que tu choisisses en toute conscience. Et en toute liberté. En toute liberté, voilà, en toute liberté. Et donc, elle dit, je vais prendre votre cécité, voilà. Et donc, déjà, ça, c'est très violent. Et le truc qui est encore plus violent, je trouve, et c'est magnifique que le conte le montre, c'est que toute la ferme se réunit, se réjouit que le chat voit de nouveau, et se dit que c'est parce qu'il a été tellement bon de prendre la cécité du chien, que à son tour, il est récompensé avec la souris qui est tellement contente de prendre sa cécité. C'est une bonne petite bête. C'est une bonne petite bête, elle était hyper d'accord et tout va bien. Et elle peut juste dire, comme disait Véro, parce qu'il y a la double violence. Non seulement elle n'est pas consentante, mais en plus on réécrit son histoire. Ouais. Voilà, on l'oblige à avoir l'air d'avoir été consentante. Et cette chose-là m'a inspiré immédiatement une chanson. Je voyais un blues, et comme je connais bien la voix de Véronique et l'écriture musicale de Vincent Le Terme, je me suis dit, il faut que Véro joue la souris pour qu'il y ait le blues de la souris. Et elle me l'a vendu comme ça. Très beau morceau. Elle m'a dit, tu peux pas me dire non, je vais t'écrire un blues. J'ai dit, alors si tu m'écris un blues, alors tu me prends par les sentiments. On adore chanter ce blues. Tout le monde, je crois que tout le monde aime beaucoup chanter ce blues. Un sextet, on dit tout le monde. Un septet, je sais pas comment ils sont 7, il y a juste le chat. Septet. Le chat, le chante. Septuor. Un septuor, voilà. Le chat, il fait évidemment, mais tout le monde chante et c'est magnifique. C'est très beau. C'est important, je pense, d'expliquer comment fonctionnent ces parties chantées, ces couplets additionnels, parce qu'il y a ce respect du texte à la lettre, et il y a en même temps ces échappées qui sont comme des parenthèses, des échos en même temps aussi à l'histoire. Vous avez évoqué le nom de Lucette Marissanière. Avec qui vous aviez travaillé et vous prenez, vous poursuivez. D'abord, c'est une des raisons pour lesquelles on s'est depuis longtemps maintenant très bien entendu artistiquement avec Raphaël, c'est que on s'est rendu compte en se rencontrant et en parlant de nos métiers que parmi les choses qu'on aimait toutes les deux, c'était quand le théâtre se mettait à chanter. Moi, j'ai toujours pensé ça. Je dis toujours, je sais pas si si la musique adoucit les mœurs, mais je pense qu'elle adoucit le théâtre. Et du coup, sur Le Loup, ça nous a semblé évident.
À moi, ça m'a particulièrement semblé évident de demander à Lucette parce que c'était ma maman et que son métier, entre autres, c'était écrivain et parolière, enfin écrivaine et parolière. Et puis sur Le Cerf et le chien aussi. Et puis ma mère, elle est morte il y a 2 ans et on avait envie à la fois qu'elle reste un tout petit peu dans les parages et qu'on la réentende comme ça. Et c'est facile aussi parce que comme on a vraiment envie de faire triptyque et d'avoir cette espèce de grand livre en 3 parties, et puis c'était super que Raphaël se charge d'écrire les couplets additionnels de ce 3e opus. D'abord égoïstement pour moi c'est super parce que j'aurais imaginé personne d'autre que Raphaël. Il fallait cette intimité. Ouais, fallait que ce soit, je sais pas comment dire, fallait que ça reste non pas dans la famille, mais dans la tribu, quoi, voilà. Et puis parce que Vincent, le terme assure évidemment la continuité esthétique de la composition et on adore ces chansons, je crois. Ouais, moi, je me permets juste de dire que j'ai déjà écrit. Oui, mais bien sûr. De prendre cette responsabilité-là, si c'était pas le cas. J'ai écrit plusieurs seuls en scène et j'ai écrit plusieurs chansons déjà, pas mal. Et vous avez fait d'ailleurs déjà ensemble des seuls en scène toutes les deux. Oui, absolument. On a commis en scène des textes que j'avais écrits et que j'interprétais. Il était toujours systématiquement spectacles musicaux parce que comme le disait Véronique, moi j'aime quand la parole parlée devient de la parole chantée, redevient de la parole parlée et que en fait on a donc pensé, moi la première chose quand j'ai vu que j'allais avoir cette responsabilité-là, et je m'en réjouissais, c'était de se dire comment faire pour que l'aile de Lucette soit encore comment mettre le passage de relais à vue. Donc on a choisi que l'air de la promenade soit en fait un medley et puis aussi cette histoire de triptyque qu'on aime faire des ronds dans l'eau, enfin donc en fait il y a c'est un spectacle qui a de la mémoire. Ah oui, exactement. C'est un spectacle qui a de la mémoire, donc il y a une chanson où il y a vraiment des morceaux de chansons du loup, du cerf et du chien et un couplet que j'ai rajouté pour qu'il y ait comme une sorte de passage de relais à vue quand les petites se promènent avec le chien. Un medley. Et puis, un medley, voilà. Un medley, exactement. Un medley, ouais. Et puis moi j'ai adoré parce que c'était un outil en fait soit pour souligner avec délicatesse, comme dans l'histoire du blues de la souris, une profondeur du texte qu'on avait envie de mettre en valeur particulièrement, ou alors par moments on avait juste on a eu des idées de mise en scène et en particulier une scène je sais pas si on peut spoiler ou pas. Mais non. Divulgacher. On ne divulgage pas. Donc, il y a une scène qu'on a vraiment rajoutée, il se passe une chose qui n'est pas écrite dans le texte, et on a mis une chanson à ce moment-là, donc ça devient, ça se tuile tout à fait. Donc, il y a plusieurs moments qui soulignent et qui enrichissent la mise en scène, et puis, ça fait sens. Quoi. Et puis, Vincent Le Terme appelle Florence Fiala et Elsa Le Poivre les sœurs Armo, comme harmonie. Les Armo Sisters, parce que et alors c'est un truc je sais pas, ça leur vient extrêmement naturellement, et peut-être d'ailleurs que j'ai pas eu l'occasion de le vérifier dans d'autres spectacles. Je ne sais pas si ça leur viendrait aussi naturellement avec une autre partenaire que Flo pour Elsa et que Elsa pour Flo. Mais elles se mettent ensemble à chanter absolument n'importe quoi. Elles cherchent une double voix directe. Ouais. Elles sont en tierce, en quarte, en quinte, directement. Donc on les appelle les Armo Sisters. Et de l'instant où Vincent Le Terme sait qu'il va y avoir la voix de Florence et la voix d'Elsa qui est au piano, il cherche des trucs qui frottent légèrement. Comme ça, voilà. Et c'est très adorable. Ouais. Mais elles font une chose assez remarquable, ce sera un peu pour notre fameux japonais du 12e rang. On écrit beaucoup pour le japonais du 12e rang, du 15e rang. C'est une expression qui date de mon maître à penser par moi-même, qui s'appelait Pierre Debauche, qui était un grand homme de théâtre que Elsa a connu aussi. Et il parlait de ce japonais du 12e rang comme une espèce de comble de spectateur, celui pour lequel on fait les choses les plus fines, les plus invisibles, et on se dit qu'il y en a toujours un qui verra cette chose-là. Donc parmi les choses qui moi m'ont épaté, je crois Véro aussi, il y a une première chanson qui ouvre quasiment le spectacle, et sur cette première chanson on entend les petites grandir. On les entend de leurs 7 à leurs 13 et 15 ans. Oui, absolument. Et c'est assez magique.
Vous avez quel rapport vous, à la voix chantée? Vous aimez ça? Un peu le même. Ouais. J'avoue que ça me met un peu dans le même état. Et puis de savoir qu'il y a la parole, il y a le besoin de dire, et puis quand le chant advient, c'est que c'est par le chant qu'on ne peut faire que le langage ne peut plus. Moi, je suis assez fan de ça. C'est paroxystique en fait. C'est un... Ouais. Ça devient... J'adore justement les compositions de Vincent, c'est souvent à 5, 6 voix. Enfin là, il y a des chansons, c'est... Ça frotte, mais alors du coup, moi, cet effet choral, j'avoue que je trouve ça extrêmement savoureux. Et à faire et à entendre, quoi. Donc, moi, mais c'est vrai que ce qui est beau aussi dans ces contes, on parle là de Septuor, c'est aussi le côté ramassé. D'abord en temps, quelque chose d'assez urgent, ça dure pas très longtemps. Il y a assez peu de personnages, donc il y a une intimité de facto qui se crée. Absolument. Et puis c'est évidemment pas de la comédie musicale à la française, c'est pas du tout du musical à l'anglaise. Ce qui s'en rapprocherait peut-être le plus, mais en enlevant ce serait Brecht, ce serait les songs de Brecht. Mais en vrai, on n'est pas dans l'adresse directe au public. Mais on n'est pas dans l'adresse directe au public, donc c'est très très différent quand même. Moi, je prends toujours l'exemple. J'en parlais à nos acteurs. Je prends pas l'exemple du film, je prends l'exemple du moment et de l'actrice. Cette dernière scène dans Mamma Mia de Meryl Streep sur la falaise avec Pierce Brosnan qui peut faire rien d'autre que de regarder travailler sa camarade de toute façon tellement elle est géniale. Et puis elle chante, pardon pour mon accent anglais qui est très mauvais, The Winner Takes It All, et elle est sur la falaise et elle a son petit châle comme ça et elle chante et c'est magnifique. Et puis ça vaut le coup de faire cette expérience, de regarder cette dernière scène sur YouTube, d'en profiter, et puis ensuite de la re-regarder en coupant le son. Et à part 2 secondes où elle ouvre la bouche pendant 3 secondes parce qu'elle tient une note longue, on ne peut pas dire sans le son que cette actrice est en train de chanter. On est persuadé que cette actrice est en train de jouer, est en train d'interpréter. Et moi, au théâtre, il y a rien qui me fasse plus kiffer que ça, quoi. C'est que ça, en fait, ça ne se met pas à chanter. Ça se met à interpréter tellement qu'il y a des notes, mais c'est pas de la chanson. Oui, c'est la vocation de l'histoire, de ce qui se court, exactement, de ce qui se trame. Exactement. Et ça me... Je suis comme Elsa, ça m'enchante de le faire et ça m'enchante de le voir, vraiment. Et il y a aussi un autre rapport peut-être qui évolue, c'est à vous de nous dire, sans divulgacher, mais on a parlé de l'évolution des parents, de celle des sœurs, les filles, les animaux sont différents. À chaque fois, eux, pour le coup, ce sont des nouvelles voix. Mais il y a aussi ce rapport intérieur-extérieur. On a parlé de la ferme, etc. Mais il y a aller dehors, dépasser les frontières, rester dans la maison. Il y a quelque chose de plus ou moins poreux selon les âges, selon les contes. Je pense que je fais un point avec les parents parce que par rapport à Sylvia qui était aussi ma mère dans le Loup, où là c'était 2 parents, on était à l'intérieur. Oui. Là aussi il y avait la panique de l'extérieur. Voilà, la panique, c'était la maison complètement fermée, la mère qui était complètement tétanisée. Et là, c'est au contraire, elle est là, elle vit avec son mari, c'est très très bien. C'est l'air libre, c'est le dehors, et ça, c'était important pour vous. Et je crois que c'est dans le conte de toute façon, mais c'était aussi un point très important que l'ailleurs est totalement là et rassurant, et voire même c'est normal. Enfin, il y a toujours cette phrase. Enfin, c'est ex ducere, éduquer, conduire dehors. Conduire dehors. Et là, ça incarne ça, de dire, voilà, d'éduquer un enfant, c'est aussi d'aider, de lui apprendre à aller dehors. On avait envie de faire une métaphore. Vas-y. Et pour le coup, quand j'avais mis en scène le Loup et que Raphaël m'assistait, collaborait à la dramaturgie déjà avec moi, ce qui m'avait sauté aux yeux et aux oreilles en lisant le conte, c'était que les petites étaient vraiment dedans, enfermées dedans, et que l'arrivée de ce loup, c'était la possibilité d'ouvrir sur l'extérieur, et y compris d'ailleurs de leur faire prendre conscience que ce qu'elles prenaient pour des placards, ce qu'elles prenaient pour des tiroirs, étaient en réalité des petites fenêtres, des persiennes qui donnaient sur un coin de forêt. C'était des parents flippés qui avaient peur du dehors pour leur fille.
Et ensuite, on a tiré ce fil petit à petit en se disant, si elles étaient complètement dedans dans le loup, alors dans le cerf, elles ont déjà un peu grandi, donc on va non plus voir que l'intérieur de la maison, mais un petit bout de la cour de la ferme. Et un peu de la forêt aussi. Et un peu de la forêt. Et pour le chien, je te laisse finir parce que tu l'as conceptualisé très clairement. En fait, on a rêvé comme si on pouvait prendre... On a parlé de ça, on a rêvé ensemble, puis on a parlé à Eric Ruff, qui a fait scénographie, avec, et qui assistait merveilleusement par Adèle Collet, qui nous accompagne sur les répétitions, parce qu'Eric ne pouvait pas être là tout le temps avec nous, il a 2-3 bricoles à faire à la Comédie Française. Et alors donc j'ai dit à Eric, voilà, peut-être c'est un délire, mais on aimerait qu'on ait vu la maison et les spectateurs étaient face à l'enfermement de la maison, et puis qu'ensuite les spectateurs aient vu la maison un peu de côté avec un bout de forêt et d'ouverture sur le cerf et le chien, et que là en fait on voudrait que les spectateurs soient dans la maison et que ce qu'on voit sur le plateau c'est la métaphore de l'avenir des petits, c'est-à-dire l'idée que apparaissent au devant du plateau le dernier espace qui les enferme un peu encore, qui soit très poreux et qui s'ouvre sur leur cour, la forêt, et puis la trouée vers le ciel et leur avenir. En fait, c'est une métaphore évidemment. Donc Eric Ruff m'a dit oui, tout ça sur le plateau du studio théâtre de la Comédie Française, et sans doute pas 6 mètres, 8 mètres dans le salon de profondeur, bien sûr, les spectateurs. J'ai dit oui Eric, bien sûr, puisqu'on a la chance de t'avoir toi, je sais que toi tu vas pouvoir le faire. Et c'est vrai, il a réussi très bien. C'est vrai, bien sûr, parce qu'en plus, Eric. Il a une idée. D'abord, moi, j'adore les scénographies de ce scénographe, voilà. Et puis en plus, c'est toujours de la chance quand il signe une scéno dans une des salles, parce que techniquement, c'est le jardinier qui connaît le mieux les 3 jardins. Il se contente pas de faire des scénographies, il sait le numéro des perches, il sait où elles sont, combien on peut mettre de projos sur la perche 12, combien on peut installer de perches, alors que, enfin, des choses qu'ils ne sont pas nombreux à savoir, alors qu'au bureau d'études et à Sarcelles, évidemment, et ils savent aussi, mais c'était très chouette qu'ils nous donnent la main sur la scénographie de... On a des petits bleus Serrano, je crois. Oui, moi je suis aussi un décor, une scénographie qui a de la mémoire. Moi je suis très fan de ça. J'expliquais à mes acteurs au début que je crois qu'on a tous nos raisons pour lesquelles on fait du théâtre, et pour ce qui est des acteurs de la maison, on doit tous avoir nos raisons pour lesquelles on continue à aimer en faire ici. Et moi, s'il y a une raison qui surnage au-dessus de toutes les autres, c'est ça. C'est ce que Raphaël tout à l'heure appelait les ronds dans l'eau, c'est-à-dire la mémoire d'un bout de spectacle à un autre, quand les costumes de répétition arrivent dans les salles de répétition, et il y a toujours un petit morceau de tissu qui dit tel caraco ou telle jupe a été portée par mademoiselle Aveline, mademoiselle Casil ou mademoiselle Viala ou mademoiselle Le Poivre, et c'est pour ça que j'aime faire du théâtre ici, pour cette mémoire, cette forme de transmission, cette permanence. J'adore ça. Voilà. On est le 13 mars, la première est dans 10 jours. Vous en êtes à quel stade du travail, si on peut s'immiscer comme une petite souris qui voit très bien? La maillot est en train de prendre. Là, on est en train de battre la clique. C'est en train de s'épaissir. Donc, moi, je commence à avoir les larmes qui montent aux yeux. Je touche comme ça. C'est des bouts à bout. Là, on commence un tout petit peu on commence. Le spectacle est en train de naître là de tout le travail qu'on a déjà. C'est-à-dire que les acteurs sont en train de prendre le pouvoir au très bon sens du terme. On les voit jouer au sens s'amuser, quoi. En plus de tout ce qu'on leur a proposé comme cadre et tout ce qu'ils avaient déjà donné en répétition, il y a des imprévus qui arrivent, qui sont la jubilation pure de commencer à s'amuser. Enfin, je ne peux pas parler à ta place, mais il me semble qu'il y a quelque chose. Nous, on voyait ça hier.
Et c'est délectable. À la table de mise en scène, c'est un moment merveilleux, ça. Et puis pour là de partager cette nouvelle aventure avec Thierry, pour le coup, qui n'a jamais été dans les clowns du Chat Perché. Il y a Jean Chevalier, Johan aussi, Lormeau, il y a Gazurovski. La majorité de la distribution arrive dans notre aventure et ils ont l'air de s'amuser. Je pense qu'hier, justement, on a senti tous comment dire, tiens, vous aviez parlé de ça aussi toutes les deux, c'est des spectacles où il faut énormément, pas de naïveté, mais de candeur, de générosité, mais sans... Il n'y a pas de double sens, c'est livré, les choses, elles sont généreuses. Et donc, il faut convoquer cette chose-là de jubilation à vivre, à raconter quelque chose. Pour le coup, et je crois qu'on le revendique autant Raphaël que moi, c'est l'anti-cynisme. Voilà. Et je sais que c'est une chose dans à peu près toutes les couches de nos sociétés. C'est une chose qui est assez à la mode, le cynisme, la dérision, et pour le coup, c'est pas du tout des spectacles qui convoquent ça, qui convoquent juste la capacité à se laisser avoir et à l'émerveillement, parce que les enfants en plus c'est pas cynique. Je trouve que c'est une chose qui les caractérise. Le cynisme, ça vient après. Et je trouve ça chouette d'essayer de leur offrir des spectacles, qui bruissent plutôt de lâcher prise que de, je sais pas, j'ai pas bien les mots, mais c'est une audace de notre part qu'on revendique, d'aller du côté de l'émerveillement, de la capacité à l'émerveillement, de l'intelligence, de l'amour dans toutes ses nuances, du rapport à l'autre avec une nuance de l'amour, quelle qu'elle soit. D'aller du côté par exemple, de la lumière. Ce n'est pas mièvre, c'est assez courageux dans l'air du temps qui parfois est un peu sombre, défaitiste. Voilà. Et je crois qu'il faut offrir ça aux enfants. Et la littérature et l'écriture de Marcel Aimé en particulier, dans cette sublime simplicité du mot choisi juste, avec une certaine ambition au sens où c'est une littérature de grande qualité. Offrir tout ça aux enfants et les voir répondre comme ça par une espèce d'émerveillement devant cette joie de faire, c'est bien de transmettre ça, je trouve. Ouais, mais il y a des choses quand même, on l'a dit depuis le début, mais des choses très profondes, parce qu'il y a cette idée aussi que on va pas faire le bonheur des gens malgré eux. Ça, c'est un sacré apprentissage aussi. C'est un apprentissage fondateur. Exactement. Et puis le rapport avec le chat, par exemple, moi j'étais sciée. C'est vrai que là, le chat, il est complexe. C'est d'ailleurs le point d'inquiétude des filles quand elles ramènent le chien. Elles disent, il n'y a qu'un hic, les parents ça va, mais le chat, comment il va vivre ça? Et il est intéressant ce rôle parce que on l'aime et en même temps, moi je suis par exemple, Marinette, elle est pas mal en conflit avec lui. Enfin, et voilà, c'est pas très ambivalent, un chat très ambivalent. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, ça n'est jamais mièvre. Voilà, on peut être du côté de la joie. On peut être lumineux, on peut parler de la richesse du rapport à l'autre, prendre le risque de l'amour dans toutes ses nuances et ne pas être mièvre, sans prendre le risque d'être déçu, d'être violenté, de vivre le chagrin de l'abandon, le chagrin de la séparation, le chagrin de la déception. Tout ça sont des chagrins constitutifs de la construction d'un être humain et ça veut juste dire qu'il faut prendre le risque de la vie, quoi. Et le risque de la vie, c'est le risque de l'expérience de l'autre, de la différence, de l'inconnu. En fait, tout ça dit qu'il faut ne pas se laisser enfermer par la peur. Il faut aller vers l'extérieur. Je ne sais pas. En tout cas, il y a une morale côté quand même assez trouble, mais profond. En tout cas, s'il y a une morale qui traverse, s'il y a une morale qui traverse quasiment tous les contes du Chat Perché, c'est celle-ci. Il ne faut pas se laisser gagner par la peur. Ça, ni la peur de l'autre, ni la peur de l'inconnu, ni la peur de la différence. De l'amour. Bien sûr. Voilà. Et je mets dans le terme d'amour le sens large vraiment, donc l'amitié, enfin le rapport à l'autre, quoi. Oui, le loup ne racontait que ça. Le premier conte parlait de ça. Elles étaient enfermées, surprotégées par les parents. Le loup leur ouvre le monde, elles le rencontrent, il les mange. Comme c'est un conte, on ouvre le ventre du loup, elles y survivent. Et c'est une symbolique. On survit au chagrin d'amour, aux déceptions, aux ruptures. De la cuisine. Mais oui, il ne pouvait pas sortir de la cuisine. Non.
Parce qu'il rotait sur le lit. C'était Michel Villermoz, il rotait après les avoir mangés. Il était tellement drôle, tellement drôle. Il sera avec nous. On voulait que un tout petit peu. Il y a des petits signes il y a des petits signes. Voilà, on va pas divulguer, mais il y a des petits signes ils sont avec nous, nos animaux d'avant. Le bœuf, le cerf, le chien. Puis vous vous doutez bien que depuis 14 ans, le loup, il est parti en disant « Je promets de plus jamais manger aucune petite fille » et évidemment de ne plus jamais essayer de rentrer en contact avec Delphine et Marinette. Mais moi qui suis une enfant, quand même, je me dis que depuis 14 ans, il doit bien avoir 2-3 corneilles dans la forêt qu'il renseigne. Il doit garder un œil, venir aux nouvelles. Est-ce qu'elles grandissent bien? Ouais, t'inquiète pas, elles grandissent bien. Je sais pas, il est par là, c'est sûr. Delphine ne l'a pas oublié. Marinette non plus. D'ailleurs, et Delphine, c'était particulier parce que il lui avait vraiment fait battre le cœur, je crois. C'est génial de vous retrouver avec Florence. Ouais. Bah oui. Ça, c'est vrai que quand les filles nous ont proposé, on a ri d'abord, on se dit encore à nos âges. Et puis après, on s'est dit bah oui, c'est vrai que c'est oui. Puis là, on est très contentes. Ouais. Mais elles sont sœurs, hein. Ouais. Elles sont sœurs de théâtre. Elles ont été sœurs plusieurs fois. Elles ont été belles-sœurs. Vous en direz sûrement un mot. Dans une seconde, à peu près. Dans une seconde, à peu près. Vous avez vu Ouais, non, mais c'est magnifique. Vous direz ça va bien, hein. Wow, j'avais même pas pensé, quoi. Ah, incroyable. Je suis trop fière de moi. Thierry et Jean. Voilà, exactement. Une poignée de secondes. Dans une petite poignée de secondes. Non, elles ont été sœurs dans Les Trois Sœurs. Elles ont été sœurs dans Delphine et Marinette. C'est des. Je sais pas, c'est. Bah, ça fait partie de ce qui vous attache à cette troupe aussi. Ouais, évidemment, immédiatement des frangines, quoi. Immédiatement des frangines, ouais. Bon, bah, on y arrive, hein. 0-0. Ben voilà. Mais je vous en prie. Merci beaucoup à toutes les trois. Je regarde, c'est derrière vous. 23 mars, 7 mai, au Studio Théâtre, Le Chien, donc, conte du chat perché, à voir en famille, hein. Il n'y a pas d'âge. De 4 à 88, il disait Marcel Aimé. De 4 à 88. Alors là, franchement, ça fait du monde, hein. Les 100. Même moi, j'ai même pas encore tout à fait dépassé 88. Je serai pas sur le plateau, je pourrais venir. Merci beaucoup. Merci à vous. Toute l'équipe aussi, Vanessa Freinet pour la préparation, Andrea Villechange et Zélie d'Allemagne pour la réalisation ce soir. Et puis, on y arrive. Ce soir, attention, 20h30, rendez-vous sur comédiefrançaise.fr, sur YouTube, sur Facebook, Fanny et Alexandre, d'après Bergman, mise en scène par Julie Deliquet, avec donc, entre autres, Véronique, Elsa et bien d'autres. C'est diffusé ce soir en direct à 20h30. Une diffusion qui sera suivie de la rencontre qui a été enregistrée à la Coupole, ici même au Français, entre Julie Deliquet et Florence Sévos, qui était l'autrice qui avait signé l'adaptation du texte. Donc voilà, vous avez une soirée en compagnie du Français et vous êtes là jusqu'à pas d'heure. Jusqu'à pas d'heure. Ouais, merci. Généreux. Magnifique. Lundi prochain, vous avez rendez-vous à 19h avec Béline Dola. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.